Tu te présentes? On va voir. On va voir. Tu sors 2-3 lignes. Si tu te fais pas de faute sur mon prénom, c'est déjà bien. Charles Foucault? Non, Charles Fouquet, mais tu Fouquet, dis Charles. Tu vois, dès le début, je dis les connexions, je vais dire Charles. Exactement. Je veux connaître ton nom. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast This is Fine. On le sait, c'est l'écologie, c'est un sujet compliqué, le monde brûle autour de nous, mais heureusement on a des initiatives et des alternatives engagées qui voient le jour petit à petit. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Charles de Onami Food, je l'ai bien dit? Jusque-là tout va bien, bonjour à tous. Charles, tu fais des alternatives aux poissons. C'est ça? C'est ça, poisson et tous les produits marins, donc tout ce qui vit et qui est sous la surface de l'eau, on essaye de trouver des alternatives. Donc pour l'instant, si je dis pas de bêtises, tu vends des filets de poisson, comme des fish and chips, bâtonnets, baguettes, ouais. Donc c'est un peu comme quand j'étais petit, moi j'adorais manger des Krusty Bat. Est-ce que je peux citer cette marque? Oui, au moins on a identifié les cibles. Donc c'est ce genre de produits. Donc c'est des produits qui peuvent... C'est tout à fait ça. C'est la première gamme qu'on a lancée il y a presque un an maintenant. Du moins commercialement, on a fait une petite année d'R&D avant. Et donc la première gamme de produits, c'est l'équivalent des poissons panés, des bâtonnets, tout ce qui est enrobé. Okay. Il y en aura beaucoup d'autres après, j'espère. Eh bien écoute, si c'est clair sur ce que c'est Onami, je vais pouvoir attaquer directement parce qu'on va parler de ta boîte, de toi, mais de manière un peu indirecte. J'ai des cartes que tu as vues tout à l'heure, on va pas se mentir. Tu les as vues, tu les as pas regardées encore. tu sais pas ce qu'il y a dessus. Cartes secrètes, attention. Je vais te laisser les naviguer parmi toutes les cartes et dès que tu en vois une qui te plaît, tu la tires. C'est vraiment piège parce que quand on voit ce qu'il y a sur les cartes, on se dit c'est des questions bisounours ou des questions pièges, mais ça peut être l'inverse. Ouais. Tu verras, c'est des mèmes. Ouais. C'est des mèmes, donc tu peux. Ok. Je te laisse voir. Je vous montre d'abord ma carte. On la voit peut-être pas bien à la caméra. Est-ce que je peux la regarder? Ouais. Onami, d'où vient ce petit nom sympa, court et péchu? Eh bien, Onami, c'est un nom japonais qui veut dire la grande vague. Donc, on est sur la vague végétale. Donc c'était un mot qu'on trouvait à propos par rapport à notre projet. Vous connaissez tous le tsunami, qui est la mauvaise vague, celle qui détruit tout. Et ben on essaye nous d'amener la vague qui reconstruit avec Onami. Voilà. J'ai voulu le poser droit mais j'ai. Oh, vous allez mettre le podcast. Alors moi je dois choisir une carte maintenant. Mais c'est vrai que c'est un très bon nom. Et même la plateforme de marque derrière, c'est Embrace la vague, hein, c'est ça? Embrace the wave, ouais. Ah tiens, il y a beaucoup de choses à faire. SpongeBob. C'est une idée qu'on a eu aussi de communiquer avec Bob l'éponge. Avec Bob l'éponge, exactement, parce qu'il a plein de copains au fond des océans et c'est vrai que l'univers est concerné par le sujet. Ouais. Alors, es-tu prêt? Oui, tu es prêt? Je suis là, je suis prêt. C'est quoi la remarque qui te rend vraiment fou? La remarque qui nous rend vraiment fou? Quand on te parle, par exemple, de ta marque, ou quand on te parle des océans, tu as quelque chose quand tu... Alors, je vais dire une généralité, mais en même temps, c'est vraiment quelque chose qui nous fait hérisser les poils. C'est tout simplement de dire, pourquoi est-ce qu'on fait des alternatives au poisson? Le poisson, il y en a plein les océans, c'est bon pour la santé. Pourquoi faire des alternatives? Et là, tu es obligé de reformater la personne que tu as en face de toi, de lui expliquer le pourquoi du comment, et surtout que ça on fait un produit qui est sympa et qui est dans l'air du temps. Si je fais l'avocat du diable, là si je te dis, franchement Charles, c'est très cool, hein, mais moi j'adore manger du poisson, ce qui est faux au passage, je suis vegan donc je ne mange plus. Ouais. Mais si je me mets dans ce personnage, je te dis, moi j'en mange tous les 3 jours, c'est délicieux. Ouais. C'est sain, les océans, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu me dirais là pour me convaincre? Déjà, rien que dans ce que tu dis, il y a plein de fausses vérités. La première, c'est de dire que les poissons, il y en a plein les océans. Si on regarde la courbe de la biomasse, plus on est d'habitants sur notre chère planète, plus on consomme de protéines. Alors, protéines de poissons, de crabes, de tout ce que tu veux. Plus cette biomasse descend, donc on vide les océans. Ça, c'est une tendance de fond. Même si l'aquaculture a repris un peu le flambeau, il y a tout de même des sujets. Qu'est-ce que l'aquaculture? L'élevage de poissons. Okay. Comme l'élevage de poulets. Dans des grosses bassines. Des bassines, des grands filets. Des grands filets, ok. Mais ces poissons, il faut les nourrir aussi avec d'autres protéines. Ils ont un impact sur leur environnement direct
puisqu'ils défèquent, pour utiliser un mot précis, et donc ça tue un petit peu l'environnement dans lequel ils sont. Après ça, c'est des élevages intensifs, donc là aussi il y a des sujets de santé animale et in fine de santé humaine puisqu'on les consomme. Donc voilà, la culture a aussi un impact, même si ça a été une progression par rapport à la pêche industrielle qu'on connaît tous. Après, tu me dis le poisson c'est sain, oui. Néanmoins, il y a beaucoup de pollution plastique. On parle du 6e continent ou 7e continent, je sais plus. Cet océan de plastique flottant, et les poissons en consomment aussi un petit peu. Donc on se retrouve, si on ne prend pas ce problème à bras le corps, avec potentiellement des poissons qui ont ingurgité un peu de microplastique et qui finissent dans notre organisme humain aussi. C'est vrai que j'avais vu la fameuse statistique où on peut manger jusqu'à 5 grammes de plastique. Non, c'est pas ça. On peut avaler une carte bleue. On peut manger du plastique, c'est nouveau. J'avais vu quelque chose, tu vois, avec les microplastiques, justement, tu peux arriver jusqu'à manger l'équivalent d'une carte bleue par semaine. Ah, c'est sympa ça. C'est peut-être une grosse fake news que je suis en train de dire, mais en tout cas, toujours est-il que... Moi, je dirais 0, c'est la tolérance. Maintenant, effectivement, accidentellement... On peut pas, on le fait malgré nous. C'est un peu comme les métaux lourds qu'on peut consommer quand on prend des poissons bleus, comme le type le thon. C'est pour ça qu'on dit... des métaux lourds dans le poisson. C'est pour ça qu'on déconseille aux femmes enceintes de manger du thon ou du saumon cru. Okay. Ne pas manger de sushi pendant qu'on est enceinte, parce que voilà, il y a un petit danger pour l'humain. Donc voilà, et s'il y a des seuils pour la pollution microplastique et ce qu'on peut agir en termes de poissons, je pense pas qu'il y en ait. C'est que non, je disais dans le sens où c'est l'équivalent que t'en avais, mais c'est pas recommandé du tout d'avaler du plastique, je pense. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'on évoque là, ça fait écho à ce que nous on essaye de corriger avec l'activité de Onami. Trouver des alternatives pour éviter de vider les océans, pour éviter de consommer du poisson qui peut être soit exposé à ce qu'on a en aquaculture, que ce soit les antibiotiques, les hormones de croissance, et des choses qui sont pas forcément saines pour nous, et qui voilà, aussi portent atteinte bien sûr à la biodiversité de manière générale. Okay. Voilà, il y a plein de sujets qu'on retrouve aussi dans les alternatives aux produits carnés, quand on parle d'élevage intensif de bœuf, de poulet. C'est vrai que là, je regardais la protéine qui était utilisée, c'est du pois chiche. Alors, la composition des produits, parlons de ça. Il y a du pois chiche, il y a du riz, okay. Il y a des algues, de la macro et de la micro-algue. C'est quoi la différence entre une macro et une micro-algue ? La macro-algue, c'est celle que tu vas retrouver quand tu vas au bord de la mer. C'est des grosses... les algues échouées au bord de la... Pas forcément échouées, elles vivent. C'est des forêts sous la surface de l'eau. Du kombu, du wakame. Enfin, je vais peut-être dire une bêtise. Alors, je vais prendre une fourchette très large. Je crois qu'il y a entre 4000 et 10 000 espèces de macro-algues sur la planète. Nous, on en consomme, je pense une petite dizaine régulièrement, et qu'on retrouve dans les estrans, donc en bord de mer, en France, partout en Europe. Et la micro-algue, la réponse est dans le nom, micro. Et là, il y a plein de variétés qu'on n'a pas encore explorées, qui poussent différemment, qui peuvent pousser dans un environnement, soit bien sûr naturel, au jour le jour, mais aussi et surtout pour ce qu'on essaye d'en faire, dans ce qu'on appelle des bioréacteurs. On va en gros fermenter la micro-algue et lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle pousse rapidement, en utilisant moins de ressources, mais tout en faisant en sorte qu'elle soit nourrissante pour l'homme. Et c'est quoi l'avantage d'une algue ? Enfin, moi, j'ai lu aussi beaucoup d'articles qui disaient l'algue, l'aliment du futur. Pourquoi on parle de... l'or vert, ouais. Ouais, c'est ça. Mais l'algue a déjà un avantage par rapport à toutes les autres plantes, c'est qu'elle décarbone toute sa vie. Okay. Elle absorbe du carbone et de l'oxygène tout au long de sa vie. Et les océans, c'est 70% de la surface de notre chère planète. Donc imaginez si on commence vraiment à faire pousser de l'algue pour l'alimentation humaine. Après ça, j'entends manger un tartare d'algues, c'est pas forcément ce que tout le monde a envie au petit-déj, mais il y en a des bons, on peut l'intégrer dans pas mal de recettes. Donc voilà, déjà l'algue en soi, c'est vraiment un outil de décarbonation puissant. Okay. Après, au niveau nutritionnel, il y a plein d'avantages. Oméga 3, minéraux. Sur le niveau de la santé, je pense qu'il y a pas mal de sujets antioxydants et des choses comme ça. Donc non, c'est vraiment un super aliment. Okay. À des coûts qui sont assez intéressants par rapport à... Oui, parce que ça peut être tu utilises déjà une surface qui est... C'est quoi, c'est des usines
Moi, j'arrive pas à visualiser, tu vois, une culture d'algues. Une culture d'algues, bah, tu plantes des algues sur les fonds marins. Ok. Et ça, Tu gères ton parc d'algues, tu as des récoltes 2-3 fois par an. est-ce que ça pose les mêmes soucis que sur des terres Est-ce que Absolument pas. Ok. C'était une monoculture qui est pas dégradante qui ne va pas dégrader. Pas à ma connaissance, et je vois mal comment, entre guillemets, planter Je sais pas, des arbres. c'est des questions naïves, hein, parce que je connais pas, j'ai jamais vu. Tu vois, Non, mais on peut culture. faire des rapprochements. J'essaie de comparer, tu vois, avec ce que je connais sur. Eh bah, exactement. Vous faites Papa Outan et vous essayez de protéger les forêts en Asie du Sud, en Indonésie, ouais, voilà. Donc vous replantez ou sinon vous protégez des forêts. Qu'est-ce que apportent des forêts à notre chère planète? De la biodiversité. C'est le poumon vert, l'Amazonie, mais aussi en Indonésie. On décarbone encore une fois. Et ben c'est la même chose sous la surface des océans. Si tu plantes des algues, ça crée des forêts sous-marines où il y a de la vie. Est-ce que ça peut être une des solutions à l'acidification des océans? Ça, si je dis pas de bêtises, c'est en lien avec aussi la température. Ouais. Et j'imagine que des forêts d'algues ont aussi un impact à ce niveau-là. Je suis pas un ingénieur de formation, donc je vais pas trop m'avancer. Mais il est évident que de promouvoir la vie de manière générale, et donc les algues, qui est un organisme vivant, l'un des premiers organismes vivants sur Terre, a un impact positif. Donc voilà. Okay. Nous, on l'intègre dans notre recette, évidemment, parce qu'on fait des produits marins et que ça fait sens. Ça donne du goût. Ça donne du goût. Pour cette première recette, nous, on utilise du wakame, qu'on récolte, que notre fournisseur, qui est basé à Loctudi, sur la pointe bretonne, récolte pour nous. Demain, on utilisera du kombu, de la dulce. Voilà, il y a plein de recherches organoleptiques avec chaque variété d'algues. Ok, bah écoute, j'ai hâte de goûter. Il y en a pas loin en plus, chez Aujourd'hui Demain, non? Il y en a chez Aujourd'hui Demain, tout à fait, oui. Pas loin là-bas, un magasin, une boutique vegan qui est super boutique resto, vegan. Qui fait resto ils aussi. Ont plein de bons très, produits. Ouais. Et c'est vrai que tous les midis, c'est plein. Ouais, ah, c'est délicieux. Allez. Tu m'as vu prendre le... Celle-là, elle est tellement connue, mais je vais pas la prendre. Non, je vais pas reprendre SpongeBob. Tiens, celle-là, elle me fait bien marrer. Tu la mets de côté. Non, tu prends celle-là. Ok. Ah. Là, on va tomber sur une question. Bon, je te la lis, je te spoil pas. Parle-nous de la pire campagne de greenwashing que tu aies vue. La pire campagne de greenwashing. Ou une opération, ou... moi, typiquement, là, je devrais répondre à cette question sur un sujet Papa Outan. Je parlerai du RSPO, du label RSPO, qui est une énorme blague environnementale. Tiens, ouais, ça fait écho un petit peu à ce qu'on fait aussi. Donc, il y a peut-être un label qui est un peu décrié. Le RSPO, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, c'est soi-disant un label responsable sur l'huile de palme. C'est ça. C'est un label pour l'huile de palme durable qui a été dénoncé par Greenpeace à de nombreuses fois, qui a été encore dénoncé cette année par une centaine d'ONG. L'association avec qui on travaille, Calaouette, pareil, a des gros problèmes avec la RSPO parce que on a observé beaucoup plus de déforestation depuis l'apparition du label RSPO qu'avant, parce que ça donne une couverture aux industriels pour déforester. Là, c'est la mauvaise pente, je suis d'accord. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que les industriels de l'industrie agroalimentaire dans laquelle on essaie de se faire un nom essayent d'avancer, j'espère, du moins, j'ai envie de dire que tout le monde il est gentil ou presque. Oui, je pense. C'est pas des bisounours, mais ils essayent d'avancer dans le bon sens. Tu vois, moi, je me dis donc souvent... à chaque fois qu'ils sortent un peu une carte greenwashing, tu te dis bon, ça part d'une bonne intention ou pas. Et le label RSPO, finalement, tu vois, je savais pas, c'est pas bon. Pour ce qui nous concerne dans le monde marin, on a les labels MSC, Steward Council, où on dit que c'est des petits poissons à gauche. T'en as qui protègent les dauphins. Enfin, t'en as 4 ou 5 des grands labels qui s'engagent plus ou moins et qui effectivement c'est une sorte de bouclier pour les acteurs traditionnels de la pêche industrielle ou de l'élevage. Bouclier, parce que dès que tu leur parles de poissons, non, parce que les grandes marques utilisent ce petit logo pour leur dire non, vous voyez, moi je pêche responsable, tout se passe bien. Sauf que dans les faits, je pense que ça rejoint un petit peu les observations que tu as sur votre label RSPO, c'est que il n'y a pas vraiment d'impact de ce genre de société. Je connais pas leurs métriques par cœur, mais la pêche continue d'être de plus en plus intensive. Ce qu'on appelle le bycatch en anglais, donc la pêche annexe, quand
on sort un chalut. Les grands filets là qu'on peut voir. La taille d'un terrain de foot, voire de 2 terrains de foot. Ou dans ce filet, nous, un pêcheur va te dire, moi, je visais Colin d'Alaska, j'ai une tortue, un dauphin dedans, ou des requins. Voilà. Est-ce que c'est mesuré, validé? Est-ce qu'il y a des observateurs qui regardent ça de près? J'en suis pas sûr, mais... Tu as vu Cisperacy? Voilà. J'imagine que oui. Oui, ces éléments-là, moi, je suis pas observateur et à la taille d'un ami, on peut pas encore déployer ce genre d'œil de lynx pour aller voir ce qui se passe sur les bateaux. Mais dans Cisperacy, c'est vrai qu'on pointe ce genre de... Est-ce que tu peux expliquer peut-être pour les gens ce que c'est Cisperacy? Est-ce que tu le conseilles déjà? Est-ce que tu as Ouais, ça ouvre un peu les yeux. Il y a eu Cowpiracy qui est sorti dernièrement, qui est sur les mêmes sujets d'agriculture intensive et qui parle aussi un petit peu de ce qui se passe sur la surface des eaux. Et donc Seapiracy qui est sorti l'année dernière montre à livre ouvert les impacts néfastes de l'industrie, et je parle bien, c'est un mot un peu galvaudé du coup, mais de ce que font les acteurs traditionnels dans le monde de la pêche, avec tout l'impact que ça peut avoir et le désintéressement qu'ils ont d'ailleurs sur cet impact, que ce soit la pollution qu'ils engendrent, que ce soit les impacts sur la biodiversité, etc. Donc c'est un peu sanglant des fois, mais sanglant. Au moins on peut se faire une vraie idée de ce que l'impact de la consommation humaine a sur les océans et pourquoi Onami, ou Papa Autant pour ce qui le concerne, existe. Et avant ça, il y avait même Game Changer, je sais pas si tu l'as vu sur Netflix. Oui, si, c'est sur le véganisme. Sur le véganisme de manière générale, et les bienfaits de manger des plantes, il remonte jusqu'à l'époque des gladiateurs, jusqu'à aujourd'hui avec des sportifs de haut niveau qui sont des véganes. Donc, t'as déjà réfléchi toi à devenir vegan? Ça t'a traversé l'esprit de te dire oui, bien sûr, parce que je vis dedans et je rencontre des gens passionnants et passionnés par le monde du véganisme. Pour ma part, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans la bouffe. J'ai importé des très bons produits. J'ai beaucoup voyagé, donc pour des grandes tables au bout du monde. J'ai toujours eu un respect pour le monde artisanal, que ça soit dans l'élevage bovin, dans porcin ou autre, où on voit les éleveurs qui sont dehors avec leurs bêtes et qui finalement les aiment d'une certaine manière. Donc pour moi, le côté maltraitance animale, qui est un des traits du véganisme, c'est pas le cœur du sujet. Est-ce que j'y suis sensible? Oui. Je m'apparente plus à du flexitarisme, où j'essaye de regarder ce que je mets dans mon assiette tous les jours, et donc de réduire un peu mon impact par ma consommation, ce que je conseille à tout le monde. C'est marrant qu'on oppose toujours le véganisme à l'éleveur, le vegan à l'éleveur, tu vois. Alors que tu as aussi beaucoup d'éleveurs qui souffrent de la situation de l'industrie de la viande. Il y a beaucoup de pêcheurs qui souffrent aussi, je pense, de la surpêche. Parce que les pêcheurs côtiers, ça a dû quand même détruire pas mal de choses, tu vois. On imagine le cliché du petit pêcheur qui va sur son port, mais j'imagine que c'est plutôt des grands chalutiers avec des grands filets qui dominent un peu le marché. Donc, Oui, 80% des produits qu'on consomme en supermarché sont issus de l'industrie dans le sens fort, et je casse tout sur mon passage, et tant pis pour ceux qui passent derrière moi. Effectivement, la pêche côtière, aujourd'hui, c'est plus compliqué, il y a moins de poissons, donc voilà. Et pourtant, ce sont les meilleurs qui sont pêchés à la main, qui reviennent à la ligne et qui reviennent dans les criées de nos côtes, et après ça dans nos assiettes, pour ceux qui peuvent se le payer, parce que c'est de l'artisanat, donc c'est un peu plus cher. Mais c'est raisonné au moins. C'est ça aussi que je respecte, et c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde, des véganes, des non véganes, et surtout des flexitariens. Il y a de la place pour tout le monde, je suis d'accord. Et je pense que déjà, moi, une des raisons du véganisme, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton, tu vois, où moi, en montrant que je suis vegan, je vais bien, tout va bien, je suis pas non plus là à crier tout le temps, tu vois, que je suis vegan, donc peut-être qu'autour de moi, il y a des gens, des amis qui vont se dire, bon, bah, ah ouais, c'est vrai que lui mange plus de viande, je vais peut-être réduire ma consommation de viande parce que, tu vois. Ouais, absolument. Donc le greenwashing, pire opération de greenwashing, si je reviens sur la question. J'ai repris ton exemple d'un label qui se dit être protecteur, sauveur des océans, et qui en fait fait pas la moitié du tiers du boulot à faire, quoi. Ok. Ouais. Let's go again. Remets Je mélange pas, je regarde. Hop. Partir de l'autre côté. Non.
Spider-Man. Faut qu'elle soit inspirante. Allez, l'équipe de foot. Ah, Mbappé et Giroud. et Giroud. Vas-y. Alors, Qu'est-ce qu'il y c'est a quand la derrière dernière fois que tu as été le plus fier de tes équipes? Déjà, combien vous êtes chez Onamif? Onami, aujourd'hui, on est 6 ETP, donc 6 employés à temps plein, et on a quelques employés aussi, mais externes, qui participent à l'aventure. Donc on est à peu près une dizaine. Ok. Et moi, je suis fier tous les lundis matins quand ils répondent présents aux réunions et aux challenges de la semaine. Là, on est en train de préparer le CIRA. Donc, tout le monde se met un peu en branle-bas. Le CIRA, c'est Le CIRA Lyon, c'est la grande messe de la gastronomie en France qui a lieu une année sur 2, où il y a le fameux Bocuse d'Or. Et en fait, tous les acteurs de l'alimentaire en France se rejoignent. Et pour une petite entreprise comme nous, ça demande beaucoup plus d'efforts. Parce qu'on n'a pas un budget gigantissime, donc ça demande à l'un de porter le four, au deuxième de ramener les produits qu'on va présenter, et ça mobilise un peu tout le monde. Donc voilà, on s'y préparait encore ce matin. Ok. Et est-ce qu'il n'y a pas un événement... Par exemple, comment ça s'est passé? Parce que vous avez fait de la R&D? Vous avez quelqu'un en R&D chez vous? Ah, alors là, oui, la personne la plus fière, dont je suis le plus fier, c'est notre toute première employée, Amélie. Quand tu parles de R&D, c'est elle qui s'occupe donc du développement produit, qui voilà, une bonne dizaine d'années d'expérience dans ce qu'elle fait, et qui, quand on a échangé les premières fois il y a un an, plus d'1 an et demi maintenant, s'intéressait au projet, mais devait sauter le pas. Elle a bossé pour Danone, pour Kering, des grosses boîtes. Et elle voulait avancer dans sa carrière. Et donc, elle a sauté le pas pour aller rejoindre une start-up. Donc, Ouais, donc courage de pris faire un ça. risque de venir après une grande période dans l'agroalimentaire, de sauter dans une start-up qui démarre, c'est... Donc, ça, c'est super. Et elle fait du super boulot avec des moyens limités. Donc, j'espère qu'on va pouvoir lui rendre l'appareil, lui donner plus de budget et qu'elle nous fasse plein de bons produits bientôt. Parce que c'est quoi la suite? Tu peux en parler? Est-ce que tu en parles déjà? Ouais, bien sûr. J'avais parlé bien avec sûr. Lavi. Ouais. Quand on avait fait Cora, parce qu'on avait fait une animation chez Cora. Ouais, quand on parlait avec eux, ils nous avaient pas trop dit les prochains produits. C'était un peu plus secret. Est-ce que vous avez une... Les petits cochons, je devrais dire. Ouais. Ils sont super, la vie. Ils sont incroyables. Ils devraient passer dans le podcast normalement. On va recevoir Romain de la vie. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est une belle aventure. Et donc, eux, s'ils sont dans la viande, l'alternative au bacon. Nous, notre ambition, c'est de devenir le référent des produits marins, alternatifs aux produits marins, à base d'algues et de plantes. Donc là, on a sorti cette première gamme, comme je disais, qui est simili poisson enrobé. On a plein d'autres idées. Cette année, on sort une crevette en format tempura. Ça va pas être une vraie crevette, vraie forme de crevette. Alors, tempura, c'est quoi? Tempura, c'est quand elle est enrobée. Voilà, ouais, le tempura, c'est un peu comme le fish and chips. C'est un enrobage fondant et croustillant à la fois. Donc, on sort ça très bientôt. On est aussi sur des versions en pâte fourrée, ravioli, tortellini. Et comment tu fais un goût de crevette? Pareil, on utilise une algue un peu différente. Pour pas se mentir, on a une petite liste d'ingrédients que tout le monde peut lire quand on achète nos produits. On est aujourd'hui sur une base d'une dizaine d'ingrédients, dont des arômes naturels. Quand on dit arômes naturels, c'est à base de tubéreux, de plantes, qu'on essaie de retrouver les molécules qui font que on se rapproche d'un goût crevette ou d'un goût poisson ou autre. Et on met la bonne algue qui fait que l'équilibre organoleptique est bien là. Donc cette année, crevette, pâte fourrée, on a d'autres idées. On va pas tout dire aujourd'hui, sinon... Déjà, crevette. Ouais, crevette, c'est pas... Vous allez faire du homard un jour? On y a pensé, bien sûr. Et là, pour le coup, c'est un autre sujet, mais on parle de parité-prix entre ce que nous, on fait en alternative et l'équivalent poisson. Ouais. Oui, on essaie d'être à peu près au même prix. Le homard, si on en sort un, le homard, c'est quand même 40, 50, jusqu'à 90 € du kilo à Noël. Si on arrive à faire une alternative, on sera pas à ce prix-là, on sera moins cher. Donc, c'est assez intéressant. Mais il n'est pas en danger. C'est d'ailleurs assez paradoxal. La population de homards est assez bien gérée en France. Et même encore mieux aux États-Unis, puisqu'il y en a presque trop. Le homard rouge ou brun, je sais plus comment on l'appelle, sur les côtes américaines. Pourquoi il y en a trop? Parce qu'il s'est reproduit? Non, parce qu'il y a eu des politiques de gestion de la ressource et de reproduction, aussi en Amérique du Nord. Mais derrière aussi de consommation, c'est un gros business. Donc le homard, pourquoi pas. Mais là, la crevette, on en consomme beaucoup. 2, il n'y en a pas en France. C'est toujours importé.
Enfin, il y en a un petit peu de la crevette grise, mais de moins en moins d'ailleurs. Tu sais que j'allais pêcher, moi, quand j'étais petit. Au filet, là, sur la avec plage. mon papy, ouais, on allait. Ouais, j'en ai voilà, fait aussi. Bah, dans le nord de la France. T'es retourné dernièrement? Non, on a peut-être essayé. C'était quand? Il y a quelques années, mais il y a peut-être 2-3 ans. Ouais. Un peu plus peut-être. Mais juste dans les bâches, tu vois, dans les bâches d'eau qui se forment. Je sais pas si on appelle ça des bâches. C'est peut-être un mot de nordiste. Si on dit une bâche. Tu sais, c'est quand la mer recule, ça laisse des poches d'eau. Des poches d'eau. Ouais. Je sais pas si on appelle ça tu passes avec un râteau. Ouais, c'est ça. J'ai fait ça aussi quand j'avais 5-10 ans. Mais là, il n'y en avait pas quand j'ai été. Voilà. C'était il y a quelques années. C'est comme la glace qu'ils font dans la vallée blanche à côté de Chamonix. Il y a plus beaucoup de crevettes là-bas sont en train de. Et voilà, mais on parle de réchauffement climatique. Enfin, il y a plein d'impacts derrière. Et la crevette, on a de moins en moins. Et celle qu'on consomme le plus souvent, qu'on achète en supermarché, c'est rarement de la crevette grise de nos côtes. Plus souvent de la crevette d'Amérique du Sud, de Madagascar ou de je ne sais où, qui fait le tour du monde, et pour certaines qui viennent encore une fois d'élevage intensif, d'aquaculture intensive, où on détruit complètement la biodiversité, on se fout de ce qu'il y a comme mangrove à côté, on dit on va foutre des crevettes, des grands bassins, il y a un marché, et ça c'est catastrophique. Ce qui est fou avec les crevettes, je vais peut-être dire une connerie, mais Madagascar, ça a subi des grosses famines, non? Il y a eu des gros problèmes de famine. En plus, oui. On va extraire des crevettes à Madagascar, alors que les populations locales sur place ont des problèmes de nutrition, quoi. Ouais. Donc on est aussi dans un problème où quand ça... De toute façon, c'est la beauté de la mondialisation des 50 dernières années, qui aujourd'hui est bien mis à mal avec le Covid. On essaie de réindustrialiser un petit peu la France. Alors, c'est pas sur la bouffe, mais voilà. Effectivement, on a produit nos t-shirts au Bangladesh ou je ne sais pas où. Et les crevettes, elles étaient Madagascar, Vietnam, des choses comme ça. D'ailleurs, c'est produit où vous? C'est où vous êtes Onami, en France? alors on est une marque bretonne. Okay. On a cet ADN en nous et on a quelques ingrédients qui viennent de Bretagne, les Alpes, j'en ai parlé. Aujourd'hui, on crée nos propres produits, d'ailleurs, qui sont sujets à un brevet. Mais on a un partenaire industriel qui est aux Pays-Bas, pas trop loin. Pourquoi les Pays-Bas? Ça fait un peu plus longtemps que chez nous en France qui sont sur le sujet. Et les industriels maîtrisent bien la production et ce qu'on appelle le co-manufacturing, donc le partenariat industriel. On a été bien accueillis, ils maîtrisaient vraiment ce qu'on voulait mettre en place. C'est le cas pour Apivor aussi, non? Il y a une partie de Apivor, j'ai peut-être des conneries. Mais Apivor, non, ils ont levé surtout 35 millions, ils ont monté leur usine. Oui, mais au début, c'est notre prochaine étape. Mais... Oui, là tu démarres là-bas, mais le but, c'est quoi? C'est de ramener, d'industrialiser la France justement C'est un autre sujet en fait. Là, on parle de scale-up pour toutes les startups. Scale-up, si tu l'expliques. Scale-up en français, c'est quand on passe d'une étape un peu artisanale où on externalise beaucoup d'activités de l'entreprise, dont l'outil industriel, parce qu'il faut payer, il faut pouvoir se payer une usine. Et en fait, tout le monde externalise un petit peu les startups, que ce soit la production, que ce soit le packaging, etc. Mais il y a un moment, quand on veut faire du volume et quand on est challengé sur les prix, il faut sa petite usine. Et beaucoup de startups aujourd'hui sont dans ce cas où ils ont un produit sympa, mais quand ils commencent à accélérer, ils ont besoin, ils se font travailler au corps pour tout ce qui est marge dans la grande distribution, et deux, ils ont des capacités de production qui doivent augmenter. Et donc, ce qu'on appelle le scale-up, c'est à cette étape-là, c'est dire maintenant, je vais faire ça moi-même, ou alors je me marie avec mon partenaire industriel, une espèce de joint venture qui se fait, et on peut accélérer comme ça. Ok. Voilà un petit peu pour pas encore d'usine, mais si tous les gens qui écoutent et qui regardent ce podcast mangent du Onami Food, peut-être qu'un jour il y aura une usine flambant neuve en France. Ça sera produit en France, avec encore plein d'innovations, plein de bons produits à venir. Recarte. Je pense que ça sera la dernière. Ouais. Est-ce que ça sera la dernière? Le temps passe vite. Mon cher Guillaume. Ok, ça sera l'avant-dernière alors. Je sais pas où vous avez trouvé les photos, les mecs, mais... ah tiens, celle-là, elle me fait marrer. Et hop. Alors, je la montre. De toute façon, on va les faire apparaître. On aura sûrement du joli motion design à l'écran. Ouais. C'est quoi la force et la plus grande faiblesse de ta marque? La force d'Onami... Déjà, tu commences par la force. Ouais.
Okay. On n'a pas de faiblesse. Je n'ai pas à répondre à cette question quand même. Je rigole. La force de Nami, c'est d'avoir d'abord une équipe qui est volontaire, qui est soudée, qui croit vraiment dans le projet. Je pense que c'est la base de toute start-up qui veut y arriver. Après, quand ils travaillent, il y a des résultats. Et quand on parle produit, pour nous, c'est d'avoir vraiment un produit qui répond, je pense, aux besoins du marché. Les 3 piliers de Nami, c'est quoi? C'est d'abord un goût marin authentique. Ça, on essaie vraiment de faire en sorte que le produit soit bon, qu'il plaise et qu'il fasse référence à ce qu'on essaye de vendre, à savoir des produits marins. Donc ça, c'est le number one. Le 2, on est ce qu'on appelle clean label. Okay. Clean label, ça veut dire quoi pour le consommateur? C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une liste d'ingrédients qui soit courte et compréhensible. Okay. Donc aujourd'hui, on est sur une base de 10 ingrédients. On en a parlé brièvement: riz, pois chiches, algues, macro-micro-algues, un petit peu d'huile, un petit peu d'amidon. Pas de produits chimiques, pas de colorants, pas de conservateurs, pas de texturants. On essaye vraiment, quand tu lis les ingrédients, tu dis OK. Est-ce que c'est bio? C'est pas bio. Okay. Bonne question. La filière bio, aujourd'hui, on a regardé un petit peu. C'est vrai que ça fait écho un peu à ce qu'on fait. Sauf que c'est difficile d'avoir un sourcing qui soit régulier, voilà, et au bon prix. Mais c'est quelque chose qu'on peut tout à fait envisager si on arrive à trouver des partenaires qui se structurent là-dedans. Et le 3e pilier de Nami, donc on a dit goût, clean label. Le 3e, c'est l'association algues et plantes. Okay. Bon, on a eu de la chance, on fait des produits marins, donc les algues, c'était assez logique de les intégrer. Mais on est aussi la seule entreprise, ou l'une des seules, qui associe ces deux ingrédients qui font tout le succès de Nami jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la force. La faiblesse, on est encore une petite cacahuète par rapport à tout ce qui se fait dans l'agro-industriel. Donc voilà, on a envie de grandir vite et d'avoir un impact plus rapidement. Et pour ça, il faut des budgets. Donc voilà, prochaine étape, levée de fonds. Grosse levée de fonds pour vraiment accélérer. Et tu dis que tu es une cacahuète. C'est qui le grand méchant de l'industrie que t'aimerais si t'es David, c'est qui Goliath, quoi? Alors sans méchanceté ni velléité particulière, mais les gros acteurs de l'industrie de la pêche aujourd'hui, on les connaît. Pour n'en citer qu'un seul, ça va être Findus. Leur Croustibat, peut te battre. Voilà, qui eux sont à des prix défiant toute concurrence, avec des poissons qui viennent de l'autre bout du monde. C'est très difficile aujourd'hui d'arriver à ce niveau-là. Petit à petit, on va pouvoir se mettre en phase 2. Oui, c'est sûr qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire. Ok. Et vous voulez pas aller dans un... Tu penses pas que c'est intéressant, toi, de les confronter aussi un peu, ces marques-là? De se dire qu'aujourd'hui, les gens savent de plus en plus que les grandes marques, globalement, ont des impacts très négatifs. Et en tout cas, moi, je pense, je suis assez convaincu, qu'une partie des gens attendent des marques qui se battent aussi en rayon. Tu vois, l'écologie, quand tu regardes, elle n'est pas encore arrivée dans les rayons. T'as pas de marques qui vont être militantes dans les rayons. Le militantisme, il est dans plein de formes différentes d'action. Mais par contre, en rayon, tu prends un supermarché, tu n'auras pas une marque avec une proposition, tu vois, un message. Tu parles des produits marins ou de tout, de l'ensemble, tu vois. En France, si, quand même, aujourd'hui, tu as des acteurs qui sont positionnés sur le végétal. Alors, est-ce que la vie qui est arrivée avec un ton, tu vois, c'est la vie, c'est le bacon. Apivore, c'est tous les simili carnés, saucisses, boulettes, hachées, steaks. T'as le leader du marché, Garden Gourmet, qui est Nestlé au passage, qui font pas vraiment du similé, mais qui proposent du végétal. Mais tu vois, dans le message, parce que oui. Dans le message, ouais. À part la vie qui s'attaque au lobby du porc, tu vois. Comme dirait, comment il s'appelle, l'art de la guerre, l'auteur Sun Tzu, ou je sais plus. Il disait la première bataille qu'on gagne, c'est celle qu'on ne fait pas. Nous, notre combat, c'est de démocratiser notre produit, de l'accepter, d'aller au frontal avec ces gens-là aujourd'hui. Je suis pas sûr que ce soit le message qu'il faut faire passer, en tout cas dans le linéaire. Peut-être dans l'éducation, on en parlait tout à l'heure, du consommateur, pourquoi on existe, et communiquer sur les réseaux avec ça. Mais dans le linéaire, de dire, voilà, nous, c'est tant de poissons en moins quand vous consommez au Nami, ou c'est tant de CO2 en moins, parce qu'il y a aussi des sujets impact CO2.
Je sais pas. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. J'ai certainement pas les moyens financiers. Je l'ai pas non plus. Hein. Ah. C'est un truc qu'on voit pas trop. Là, tu vois, la désobéissance civile en rayon ou la résistance civile en rayon. Ouais. Ce genre de choses où tu te dis... Je sais qu'il y a eu un mouvement, je suis retombé dessus il y a pas longtemps, qui a pas grand-chose à voir avec nos marques et avec les moyens d'action qu'on peut mettre en place, mais qui était la ronce et qui débouchait des bouchons du sucre de marques qui avaient réintroduit un pesticide dans leur production de sucre. Mmh. Et c'était un mouvement de citoyens qui débouchait qui enlevait les bouchons en rayon. C'était, tu vois, c'était une forme de militantisme qui s'était propagé jusque dans les rayons. Mais tu vois, jusqu'où vont aller les marques? Moi, c'est une des questions que je me pose, c'est jusqu'où peut aller une marque et jusqu'où doit aller une marque aussi. Faut être sûr de son coup déjà. Hein. C'est bien ce que je dis. Quand tu veux gagner une bataille, il faut être sûr d'avoir un plan A, B, C et de gagner et que tu es en face d'un industriel qui, lui, est en place depuis très longtemps, qui a ses consommateurs qui, voilà. Quand on a dans le panier moyen environ 10-15 marques qu'on les achète régulièrement. Donc, pour faire changer ça, il faut vraiment être sûr de son coup. C'est probablement quelque chose vers lequel on s'orientera. On en parlait encore une fois tout à l'heure. Quelles métriques on peut mettre en face et ce qu'on peut apposer en termes, nous, d'acteurs du végétal à la grande distribution et aux acteurs en place industriels. Il y a certainement quelque chose à faire. Faut être malin. L'association, le soutien ou des opérations conjointes avec Sea Shepherd Onami Food, X, non, alors je parlais même pas du monde marin, je parlais de nous, entreprises à impact, jeunes entreprises innovantes. On en a cité quelques-unes, mais il y en a de plus en plus. Il y a aujourd'hui des associations, pour ce qui nous concerne, comme Protein Connect en France. Mais de manière générale, entreprises à impact, entreprises vertes, on va dire, Save the Planet, ça peut faire écho et ça peut avoir un impact si on se ligue d'une manière ou d'une autre pour protéger les intérêts de toutes ces jeunes entreprises qui cherchent à changer la donne. La révolution du végétal, comme on appelle ça chez nous. Ce qui est compliqué. Mais qui se fait petit à petit. Et c'est vrai qu'il faut que les gens se serrent les coudes. Non, mais ça prend du temps de s'asseoir autour d'une table, de trouver le discours qui aura un impact auprès du consommateur et voire même aussi des distributeurs. Ce que font les grandes marques au passage. Ce qu'elles font depuis très longtemps, c'est justement là où faut être organisé et malin à la fois pour faire en sorte que ça fonctionne. C'est vrai que quand j'en parle avec d'autres fondateurs de boîtes, même dans les méthodes marketing, organisationnel, on est quand même face à des mastodontes qui ont beaucoup d'argent, qui investissent dans la pub, dans leur organisation, dans leur supply chain. Donc, pour se battre en phase 2 sur un marché qui est là depuis des décennies, il faut quand même arriver avec le couteau entre les dents, mais aussi une organisation et des méthodes soignées, sinon c'est compliqué. Un plan de bataille bien en ordre, ça c'est sûr. One more card. La dernière. Je vais les prendre comme ça, non, je rigole. ne triche pas. C'est tentant. Hein. Tu as envie de... Ouais. Spider-Man. Allez, on va finir sur la carte qui était là au début du tard, avec des petits cœurs, des petits bisounours. Allez, vas-y. Eh ben écoute, raconte-nous une anecdote qui t'a rendu vraiment heureux. Donc ça peut être ça peut être en rapport avec ton entreprise. Oh bah il y en a plein dans la vie. La dernière, donne un truc qui t'a rendu heureux. Le diplôme, le mariage, l'enfant, il y a plein de petites choses dans la vie qui font qu'elle vaut la peine d'être vécue. Mais pas l'anecdote, c'est tout simplement d'avoir retrouvé, pour ce qui concerne un ami, d'avoir retrouvé un ami de Léban de l'école hôtelière avec qui j'étais assez pote il y a, je dirais pas combien d'années, mais ça se compte en décennies. Une ou deux, pas plus, hein. Mais que j'ai retrouvé. Quand on a parlé de ce projet, il m'a dit go, c'est ce qu'il faut faire. Lui aussi dans l'agro depuis pas mal d'années. Okay. Et quand on a commencé à discuter de tout ça et d'observer un petit peu le marché de l'alternative végétale, on s'est dit allez go. Donc j'étais ravi de retrouver Benjamin DeVos, mon associé, pour lancer Onami. Voilà, ça s'est passé mi-fin 2020 okay. et construire l'entreprise depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est le moment, ça c'est un truc qui te rend... C'est vrai que ce qui est important quand on monte une boîte globalement, la fin, on n'est pas sûr de la fin. Globalement, il peut arriver n'importe quoi qui va faire que ça peut tomber du jour au lendemain. Donc vaut mieux un minimum apprécier ce que tu fais au quotidien et qui tu le fais, parce que c'est ça qui marche. C'est exactement ça. C'est ce qui donne de la force et du courage tous les jours pour avancer.
On sait que c'est jamais gagné quand on est une start-up. Il y a quelques années avant qu'on puisse se dire Ça c'est y bon, est. on y est. Donc voilà, effectivement, de faire ça avec des gens qu'on apprécie, c'est super, quoi. D'ailleurs, faire ça avec un enfant. Moi, je suis jeune, je n'ai pas d'enfant, tu vois. Mais je me Faut dis, être organisé. parce qu'il faut quoi? J'ai un ami qui a une boîte et qui a eu un enfant. J'ai Ouais. 2 amis qui ont des boîtes et qui ont des enfants. Et c'est pas la même vie, quoi. Ça a changé, ils ont dû se réorganiser complètement. Pas assez d'heures dans une journée. Ce qu'on a envie de bosser 12 heures par jour, sauf qu'il y a un moment, il faut faire un break pour aller faire les courses, pour aller chercher à l'école. Je dirais que c'est pas facile. Soit on est super organisé, soit on a l'aide de la famille ou de copains, juste de voisins de palier même. Soit on est jeune et fougueux et donc ça vient avant. Et à ce moment-là, on se dit qu'en 3 à 5 ans, on met les choses en place et puis après, on peut continuer sa vie normalement. Une vie d'entrepreneur, j'ai envie de dire, c'est un peu pas normal, mais paradoxal. Soit on a des enfants qui sont un peu plus âgés. Bon, c'est pas mon cas aujourd'hui, mais quand un enfant a 10 ans, on a déjà un peu plus de souplesse. Mais ça rajoute une petite difficulté, une petite motivation aussi. Ouais, parce que tu dois dire aussi que tu le fais. Tu le fais. Bah, la génération qui, j'espère, va prendre le relais pour nous, c'est la Gen Z, hein, c'est les millennials. Pardon, les millennials, c'est aujourd'hui. La Gen Z, c'est demain. Et on a une tête de gondole qui fait le job, Greta Thunberg, là, qui est absolument incroyable. Mais oui, c'est une motivation d'essayer de proposer de nouveaux produits pour la nouvelle génération. Ça te fait peur, toi? Quand tu vois l'été qu'on a eu et que t'as ton enfant qui a 5 ans, tu te dis pas... Ah si. comment il va grandir, dans quelles conditions? Si. Je pense que tous les garde-fous qu'on a pu mettre, on n'est pas loin de les avoir dépassés, ou voire peut-être même beaucoup plus. Quand on parle de 2 degrés d'augmentation de la température, les océans qui vont prendre quelques centimètres chaque année, ça me fait flipper. Et aujourd'hui, si tu achètes une maison, tu te dis, est-ce que je vais l'acheter en bord de mer ou pas? Est-ce que je vais me planquer dans la forêt? Peut-être pas, elle va brûler. Donc, si. c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'on est tous concernés. Et même nous, dans 20 ans... ce qui est en train de se passer aujourd'hui aura encore plus d'impact. Donc, j'avoue qu'à ce niveau-là, rien que d'y réfléchir, je vois tout seul ou avec des amis d'en parler, il y en a qui disent je m'en fous, après moi, c'est le déluge. Et puis il y en a d'autres qui se disent mais en fait, c'est pas après moi, c'est maintenant. Et quand on parle, petit à petit, il y a vraiment une grosse prise de conscience et on n'a pas encore vraiment de repères, nous consommateurs. Pour essayer d'avancer. Il faut prendre des décisions drastiques et on sait très bien que les gouvernements en place en France ou ailleurs sont pas forcément ceux qui prennent les décisions les plus fortes. Chaque fois qu'on veut faire bouger le curseur, c'est compliqué. Donc c'est un peu c'est une grosse montagne un peu flippante. C'est vrai que moi les moments où j'ai le plus eu peur, c'est quand j'ai eu je suis très famille. J'ai une grande famille, on se réunit souvent. Ouais. Et j'ai une cousine qui a eu 2 enfants, 3 maintenant. Mais quand j'ai eu la petite Charlie qui a commencé à grandir et tu la vois et tu te dis... en même temps, la veille, tu as lu un article, tu vois, sur les points de bascule, tu vois, ou quelque chose en rapport avec l'écologie. Tu la vois le lendemain, tu te dis, putain, mais merde, quoi, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'on est en train de foutre, tu vois, aujourd'hui. Donc, c'est... Et c'est une question qu'on se pose aussi chez Papa Outan, tu vois. Parce que nous, on a une marque qui est destinée aux enfants. Et on se demande aussi comment on peut rendre l'écologie accessible pour les enfants. Parce que toi, en tant que père, j'imagine que comment t'expliques, tu vois, que des grands bateaux viennent racler les fonds de l'océan, tu vois. Comment tu lui expliques ça? C'est compliqué, donc c'est... Tu peux l'expliquer et je pense que le message, si tu arrives à le simplifier, c'est que déjà tu sais de quoi tu parles et c'est important, mais ça va au-delà de ça. La prise de conscience des jeunes, elle est réelle. Encore une fois, je reprends l'exemple de Greta Thunberg. Maintenant, c'est dans le quotidien et c'est ça l'acharnement qu'on doit avoir. C'est en même temps de faire passer un message, mais qui plaise pour que le consommateur bascule vers des produits qui ont moins d'impact. Mais on peut être 10, 20, 100 startups, 1000 startups. Derrière, c'est tout le système qui est à remettre en place. Et c'est pour ça qu'on parlait dans une des questions précédentes de comment s'organiser pour avoir des métriques, pour dire aux uns et aux autres acteurs de la chaîne alimentaire
comment on change et pourquoi on change. Et si on déplace le curseur d'un degré ou d'un demi-degré, ou on fait baisser les quotas de tonnage de pêche de 10 tonnes, de 20 tonnes, ça change tout. Bah oui, mais il faut vraiment l'imposer, quoi. Parce que Carrefour, enfin je cite Carrefour, ça peut être n'importe qui, ils savent exactement combien de tonnes de poissons ils achètent chaque année. C'est une ligne dans un tableau. Je pense que ça doit venir d'eux, aussi des distributeurs. Bien sûr. Mais est-ce qu'ils en auront les initiatives? Non, parce qu'il y a un enjeu commercial derrière. Par contre, si nous, on vient organiser avec un plan de bataille et qu'on met le doigt là où ça fait mal et qu'on s'appuie sur un système, le système politique en place, je pense qu'on peut avoir un petit impact. Mais voilà, c'est toute la difficulté des startups, c'est d'avoir un discours sympa, d'avoir un produit qui soit bon, pas trop cher, et en même temps de se faire une place, je vais dire au soleil non, mais de se faire une place sur le linéaire ou dans l'assiette chez les restaurateurs, qui a toute sa justification. C'est compliqué, mais c'est une opportunité que les grandes marques n'ont plus. Moi, je le vois aussi comme ça. Tu vois, quand on prend la célèbre marque de pâte à tartiner, nous on l'appelle Tu sais qui, on la cite pas, je sais pas autant. C'est une marque qui est tellement organisée, tu vois. Ça fait 30 ans, donc pour changer quelque chose, c'est même plus, ça fait 60, 50 ans. Ouais. Donc pour changer quelque chose, c'est d'une complexité folle, que ça soit au niveau de la supply chain, des ingrédients, des recettes, de la publicité. Alors que nous, on a de l'opportunité là de tester, tu vois, très vite, très fort, et d'évoluer aussi, tu vois. D'apporter une note un peu plus responsable dans les rayons, et vous le faites pas mal avec votre packaging que je trouve sympa, qui fait écho vraiment à l'origine des produits. Donc je pense que c'est une partie de la solution. La communication, de créer sa communauté, mais ça prend du temps, et c'est pour ça qu'il y a plein de leviers à aller chercher. Dont une des associations qu'on peut mettre en place, nous, Startup à Impact, quoi. C'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder de près, c'est sûr. Au-delà de l'aspect, une startup doit faire du chiffre, pour survivre, doit dégager un minimum de marge pour passer à l'étape suivante, mais pour y arriver, peut-être que des leviers associatifs peuvent avoir un impact dans la distribution, et que la distribution dise bah ok, venez, venez, on doit atteindre ça, ça et ça, sinon notre marge est amputée de temps. Bah voilà, venez les startups. Bah écoute, je suis d'accord, et d'ailleurs on pourra en parler si tu veux, ça peut être intéressant. Bah prochain podcast, tu nous invites tous autour de la table. On fait une grande tablée. Voilà. Avec 20 micros. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Le mot de la fin, quelque chose que tu as envie de dire, que tu n'as pas pu te dire? Non, on a parlé de dédicace à plein des de copains, petites choses. Dédicace à toute la team Onami, bien sûr. Benjamin, Amélie, Marion, Franck, Ludo, Alexis, et j'en passe. On a une team qui grandit, donc merci à eux de participer à l'aventure. Et puis voilà, on continue. Embrassez la vague, embrace the wave, apprenez à surfer, à respecter vos océans, et à comprendre pourquoi on doit petit à petit changer d'alimentation, en tout cas trouver des petites solutions qui font en sorte que sous la surface de l'eau, il y aura plein de poissons heureux et de coraux flamboyants. Voilà un petit peu le message. Eh ben, écoute, merci beaucoup. C'était très intéressant. Cool. Est-ce que ça t'a plu déjà? Ouais, le format est sympa. Une petite discussion, on pose des questions, on discute. J'espère que c'est très cool pour toi. Donc ça va, si tout va bien, super. Tout s'est bien passé. Ouais, t'inquiète. Bah, trop bien. Merci. Eh ben, écoute, merci beaucoup, et merci à toutes et à tous d'avoir écouté ou regardé si vous êtes en vidéo. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode, je ne sais pas avec qui. On verra dans quel ordre on les publie. Mais à bientôt, et encore merci. Salut. Salut tout le monde.